Ce soir, mon invité sera Aurel Porto. Aurélien qui est acteur du coup, mais pas que, il est également metteur en scène. Il écrit également des pièces, donc quelqu'un qui est très actif en fait, du côté de la scène. Je suis vraiment contente de recevoir Aurel. Alors si comme moi, on a le même âge, lui et moi, mais si comme moi, vous avez un petit peu grandi, ou même si vous êtes un petit peu plus jeune, que vous êtes de la génération pour qui Kaamelott, c'est quelque chose d'assez culte. Il joue Gauvin dans Kaamelott, mais comme je vous dis, il a une carrière beaucoup plus vaste que ça, notamment comme je vous disais au niveau du théâtre. Et on va pouvoir en parler tranquillement ensemble ce soir. Comme je te disais, je suis vraiment contente de t'accueillir ce soir et de pouvoir passer un petit moment avec toi. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Et du coup, pouvoir un petit peu parler de ton travail, parler un petit peu de tes expériences, et puis comment tu as fait toutes les choses que tu as faites au final. Et je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu, tu sais, à tout ce qui est coulisses du métier d'acteur, du métier de metteur en scène. Et voilà, s'il y a des petites choses que tu as envie de partager par rapport à ça, n'hésite avec plaisir. Pas. Comment est-ce que tu en es venu finalement au métier d'acteur ? Comment tu es tombé là-dedans et qu'est-ce qui t'a fait aimer ça et te dire j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie d'aller dans cette voie-là plutôt qu'une autre ? Plus on me pose cette question, et en vrai, plus c'est un peu flou. Je sais que la première fois que j'ai dit que je voulais faire du théâtre, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et je suis rentré un jour chez mes parents, j'ai dit je veux faire du théâtre. Ma mère, à cette époque-là, regardait ce qui se faisait, j'étais sur Grenoble, elle regardait ce qui se faisait pour un gamin de mon âge, de 6 ans, elle a rien trouvé. Et tout ce qu'elle trouvait, c'était à partir de 8 ans. Et donc du coup, moi j'ai attendu mes 8 ans pour en faire. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu en faire ? Je sais qu'à un moment donné dans l'équation, j'ai vu Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Belmondo à la télé, une captation de la pièce de théâtre. Je sais que j'ai vu. Est-ce que c'est ça le premier élément déclencheur ou pas ? J'en sais rien, mais je sais que ça a été un de mes premiers grands souvenirs où je me suis dit, mais en fait, ça c'est quoi ça ? Et on m'a dit, c'est des comédiens, ils font semblant, c'est leur métier. Ça peut être un métier, ça. Et là, je crois que je me suis dit, non mais c'est bon, allez, si ça peut être un métier, on y va, quoi. Attends, je peux en faire mon travail, un truc aussi chouette. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai souvenir de ce mec qui arrive, qui donne des coups d'épée, qui tape sur des tables debout, tout ça, je trouvais ça génial, quoi. Puis des gens qui applaudissaient. Ok. Je schématise en disant, c'est bon, on peut arrêter tout le reste, mais ça a vraiment été ça. Le premier spectacle que j'ai joué, ça s'appelait L'Oiseau Bleu, adapté du roman de Maurice Maeterlinck, et je jouais le rôle du pin et du taureau. Autant dire, sur le papier, ça vend pas du rêve. Et du grand-père, je faisais 3 rôles. Et je sais que d'avoir joué ces rôles-là, je m'étais dit, mais je suis en train de jouer un papy. Je me souviens de ça, de m'être dit ça, et de m'être dit, mais c'est génial. Je suis en train de jouer une miche de pain. C'est génial. Et voilà, et à partir de là, j'ai fait, allez, c'est bon. C'est bon. Je crois que les gars, vous êtes pas prêts de me faire déloger de là, quoi. Vendez-moi un truc aussi bien que ça. Je pense pas. Donc voilà, quoi. C'est venu de ça. Et puis, un peu dans la même période, il y a eu la première fois que j'ai vu à la télé Le Retour du Jedi. Où ce début, où on voit Luke Skywalker au bout de la planche, qui est sous le grand verre, là, prêt à se faire bouffer, qui saute. Et avec Chewbacca, ce monstre et tout, il reçoit son épée laser, tout ça. J'ai fait, mais ça aussi, j'ai associé ça au fait que c'était des acteurs, tout ça. À cette époque-là, j'avais pas très bien pigé le concept de la télé. Je pensais qu'ils le faisaient, que c'était des acteurs, mais qu'ils le faisaient quelque part en direct. En direct, ouais. Que ce qu'on voyait là, ils étaient en train de le faire quelque part d'autre. Quand on était petit, on n'avait pas trop d'explications par rapport à ça, et c'est vrai que jusqu'à un certain âge, en fait, tu comprenais pas le principe. Tu vois que c'était filmé, monté, parce que pour toi, ça devait se passer quelque part au moment où, et tu disais, c'est extraordinaire, alors que... Mais il y avait quand même, c'est ça, extraordinaire. Il y avait quand même un côté magique, parce que oui, effectivement, tu parles de montage, ça joue aussi. C'est-à-dire que mais attends, ils étaient là il y a 2 secondes, là ils sont là. Oh, putain, mais c'est génial. Comment ils sont passés d'un désert à une forêt, je comprends plus. C'est ça, moi je veux ça. Et donc voilà, et tout ça est né un peu de... Enfin, mon envie, et c'est né un peu de tout ça mélangé, quoi. Du coup, tu fais partie de cette génération d'acteurs qui a commencé vraiment enfant et qui a grandi en fait avec ça dans ce milieu, dans ce métier, avec toutes différentes possibilités. J'ai regardé un petit peu et si j'ai bien compté, mais alors je peux me tromper, je pense que tu as fait, alors aussi bien en tant qu'acteur que metteur en scène, plus de 44 pièces de théâtre. C'est sûrement.
Ça a été vraiment pour toi la scène, avant de te dire de passer derrière une caméra, ça a été vraiment ça en fait, que tu voulais pouvoir monter sur scène, c'est tout cet aspect-là en fait qui te séduisait? Ouais, parce que, en fait, au final, je crois que ce qui m'a dès le départ vraiment plu, et plus ça va, et plus je m'aperçois que c'est la seule chose finalement au milieu de tout ça qui m'intéresse, c'est l'acteur. Je fais pas le distinguo entre acteur de théâtre et de cinéma, c'est-à-dire que c'est l'acteur dans son ensemble, théâtre, cinoche, tout, enfin c'est le jeu. Le jeu, la technique de l'acteur, etc. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai bugué aussi bien sur Belmondo sur scène que sur Mark Hamill dans Le Retour du Jedi, quoi. Et aussi bien du gars qui je me souviens très bien d'être dit, mais ce mec, c'est le costume. En fait, pour moi, c'était plus qu'un costume, Chewbacca. C'était quelqu'un qui devait mettre un truc qui le transformait complètement. Et enfin voilà. Et c'est vraiment ce truc. Presque une bête en fait, une bête humanoïde. Et donc tu peux pas marcher comme tu marcherais normalement. Tu peux pas. Il y a toute une gestuelle en fait. Je pense que c'est encore pire. Enfin pire dans le sens. Plus dur peut-être quand t'es costumé comme ça, parce que tu dois faire transparaître à travers à la fois ta gestuelle et tout, quelque chose que tu peux pas juste faire passer à travers tes mots et tes expressions faciales. Je sais pas, c'est mon ressenti en tant que spectatrice. Ouais. Oui, c'est encore une manière un peu différente de faire au final toujours la même chose, mais effectivement, c'est-à-dire que tu n'as pas tout à fait les mêmes outils, et là où tu fais ça, tu passes tout un tas de choses, bah là, avec un costume comme Chewbacca, il va falloir que tu fasses autre chose pour faire bouger une certaine truc facial, machin, tout ça, par rapport au maquillage, au bidule, parce que l'acteur, c'est aussi beaucoup ça, c'est le pouvoir d'adaptation, pour dire comment je m'adapte moi pour dire ce que j'ai à dire, pour faire dire ce que j'ai à faire dire à mon personnage, et tout ça. Et oui, effectivement, c'est tellement riche, tellement complexe aussi, et tellement sans fin cette histoire, que je crois que c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, du coup, ça me passionne toujours autant. Ça reste quelque chose de magique pour toi d'avoir la possibilité d'incarner en fait, je vais même pas juste dire quelqu'un d'autre, mais autre chose que toi. En fait, ouais, j'ai juste perdu le côté magique que j'avais vraiment étant gamin, etc. Parce que je crois que maintenant, depuis le temps, je m'aperçois que, au final, il n'y a rien de magique. En vrai. Ce qui leur devient, c'est le regard des gens, des spectateurs. La magie leur appartient à eux, enfin à ceux qui regardent. Il n'y a aucune magie dans l'exécution de la chose. Et ça, en tant qu'acteur, faut le digérer un peu, parce qu'on part tous du spectateur. Au départ, à mon sens, tous les comédiens, tous ceux qui ont envie de faire ça, il y a cette part de magie, justement. Mais très vite, on s'aperçoit que, oui, non. Non, il n'y a rien de magique. C'est du boulot, c'est de la technique, travail. C'est pas mal d'abnégation. C'est moi qui suis en train de faire les choses, c'est moi sur scène ou c'est moi à l'écran, et en même temps, c'est pas moi que les gens viennent voir. Il s'agit pas de moi, et en même temps, c'est moi qui suis là. Et enfin, il y a plein de choses comme ça dont on peut difficilement se douter, et on commence à le comprendre qu'en le faisant, ça. Et ça demande du temps, ça demande du boulot, de pas lâcher le truc, de pas machin. Parce que justement, c'est ça le truc, c'est qu'on part d'un aspect qui semble très magique, très féerique, et d'un coup, on s'aperçoit que pas du tout. Et c'est ça. Est-ce que c'est pas compliqué justement une fois qu'on a passé ce stade, de continuer à transmettre ça? La magie, théoriquement, elle est à peu près assurée à partir du moment où chacun remplit bien sa part de son job. Entre l'auteur, le réalisateur ou le metteur en scène, l'acteur et tous les techniciens qui font ce métier, que ce soit sur scène ou à l'écran, c'est énormément de technique. Et à partir du moment où tout le monde va à peu près dans le même sens, avec quelque chose à dire au public, un texte qui dit quelque chose, qui n'est pas complètement creux, qui n'est pas si tout le monde n'est pas là juste pour bouffer, faire son statut, si on est intermittent ou cachetonné au machin, ou si pour payer le divorce de sa femme, si machin bidule, si tout le monde fait ça à peu près avec une certaine passion, et puis aussi une certaine conscience. Au final, oui, c'est ça, quoi. Qu'au final, à partir du moment où on fait ce job-là, c'est effectivement le job, c'est que la personne en face puisse rêver, puisse ressentir cette magie. Nous, il y en a plus, mais ça veut pas dire qu'on va pas le faire avec plaisir et qu'on va pas le faire dans cet objectif-là puisqu'au final, il ne s'agit pas de nous, c'est pas à nous de la ressentir, du coup, cette magie. Donc, on va arrêter de courir après un truc qui au final, va nous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Mais par contre, et c'est là où personnellement je trouve que ça devient encore plus génial, c'est que d'un coup, tu commences à te dire, en fait, je vais la gérer, la magie que j'ai envie que reçoivent les gens.
D'accord. Donc je vais décider de quelle magie, de ce que j'ai à leur dire, de ce que machin, de ce que bidule, etc. Et c'est là qu'en tant que réalisateur ou metteur en scène, attends, je veux qu'ils la reçoivent comme ça, cette chose-là qu'on va leur dire. Et après, tu vois, t'assistes à des projections de films dans lesquels tu regardes dans le public quand t'es metteur en scène d'un spectacle, tu t'écoutes les retours qu'on te fait, etc. Et puis avec l'expérience, avec le truc, tu te dis, bah ok, donc je crée ma patte, je voilà ce que j'ai envie de raconter à travers ce que je fais, tout ça. Et en vrai, je trouve ça presque encore plus génial. D'être dans une forme de transmission, en fait, finalement, de ce que toi tu ressentais en fait en tant que spectateur, et de te dire, j'aimerais leur faire ressentir cette émotion-là et vraiment d'être dans la transmission d'émotions finalement à travers ton jeu. Quelles sont les émotions que toi tu préfères transmettre? Parce que je t'ai vu quand même faire un certain nombre de trucs au niveau comédie. Le rire, c'est quelque chose qui toi te tient à cœur? Oui, clairement la comédie me tient particulièrement à cœur parce que déjà je pense que c'est quand même un des registres qui, avant que ce soit un des registres que je préfère faire, c'est un des registres que je préfère voir. Je crois que les plus grands virtuoses de la comédie sont vraiment les acteurs que je place au-dessus de tout, je crois. Je pense à Charlie Chaplin en tête. Alors attention, les plus grands artistes de comédie, à mon sens, dépassent du coup la comédie. Ma vision de la comédie, c'est que la comédie naît du drame. Donc à partir de là, c'est d'abord quelqu'un qui sait raconter le drame avec la distance qui fait que on va s'attarder sur les choses qui sur le recul de la chose qui fait qu'on va pouvoir en rire. Et ça effectivement, oui, la comédie, bien sûr, c'est je m'en passerai, je crois, jamais. Je m'en suis jamais passé de ma vie en tant que spectateur et je m'en passerai jamais. Voilà. Mais ça rejoint un peu l'ensemble de ce que je suis moi, c'est-à-dire que je supporte pas m'arrêter que sur une chose en même temps. Je peux ne jouer qu'un seul spectacle en même temps, etc. Mais il faut que je pense à un prochain. Il faut que je puisse en avoir un deuxième qui est déjà prêt, qui continue à tourner un peu en même temps. Il faut que jouer un truc pendant plus de 15 jours, la même chose, ça m'emmerde, en vrai. Je suis comme toi. Je pense qu'on est peut-être d'une génération. C'est peut-être arrivé plus au moment de notre génération et ça s'accentue peut-être encore aujourd'hui où c'est vrai qu'on a peut-être tendance à avoir besoin de stimulation en fait. À ne pas, contrairement peut-être à nos parents qui faisaient 40, 50 ans le même métier, à vraiment se dire que quelque part, même en restant dans le même métier, en fait, on peut se renouveler, on peut proposer quelque chose d'autre et on a besoin même de ça parce que, ouais, moi, c'est vrai que je ne peux pas m'arrêter sur un truc et faire ça et me dire, je vais faire ça toute ma vie ou ça pendant X années et tout, ça me saoule. Je m'ennuie très vite en fait. Je comprends. Faut que ça avance. Par exemple, il y a un moment, j'ai eu un one-man show et c'est vrai que aujourd'hui, encore plus aujourd'hui que peut-être encore il y a une dizaine d'années quand j'essayais de monter le mien, il y a un côté où si tu veux un peu évoluer avec un one-man, si tu veux un peu faire ta place entre guillemets dans ce paysage-là, c'est quelque chose qui va te demander, qui va t'accaparer H24. C'est-à-dire que tous ceux que je connais qui développent, c'est d'ailleurs le terme je trouve horrible, on parle de développement en one man, beaucoup plus que dans la comédie ou dans autre chose. En one man, on parle de développement. Déjà le terme m'angoisse un peu moi. Mais ce côté où t'es sûr qu'en fait un one que tu crées, déjà pendant les 2-3 premières années, il va falloir que tu le fasses tous les jours pour qu'à chaque jour tu changes la petite vanne pour qu'elle passe un peu mieux, jusqu'à ce qu'elle passe complètement, jusqu'à ce que jusqu'au bout de 3 ans pour avoir un truc où tu dis ok, j'ai ma vanne toutes les 4 secondes, le machin, le truc, etc. Et effectivement, pour faire ça passe au milieu de tout ça, c'est du H24 avec un spectacle. C'est de la répétition permanente, ouais. Mais attention, j'entends qu'on puisse ne pas s'ennuyer. Je le comprends. Et au bout de 3 ans, le spectacle ne ressemble plus du tout à ce qu'il était il y a 3 ans, heureusement, sinon ça ne servirait à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens sentent l'évolution de machin et tout. Mais moi, le concept même de faire évoluer qu'un seul truc, c'est l'angoisse absolue. Je comprends. Et tout à l'heure tu disais la comédie c'est le truc et tout, etc. Mais si demain j'ai que des trucs de comédie autour de moi, va falloir que j'aille voir ailleurs un peu aussi, quoi. C'est un peu une des raisons aussi qui fait que j'ai monté
j'ai mis en scène alors après c'était avant le Covid tout ça, donc avec le Covid ça rajoute vite des années, mais il y a 2 ans maintenant, La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman. Alors là on est sur du drame de chez drame quoi, c'est ancienne dictature à la Pinochet, pays d'Amérique du Sud, voilà. Une nana qui s'est fait torturer, violer par un bourreau, elle le retrouve, elle décide de se venger, de le séquestrer chez elle. Bon bref, j'en ai besoin de ça aussi à un moment donné. Un changement de registre et d'émotion aussi à transmettre et à faire passer pour avoir toujours l'impression en fait d'être sur un espèce de mode de répétition. Oui, et puis le fait est qu'aujourd'hui, moi j'habite à Lyon, je commence à être entre guillemets installé enfin c'est pas installé, non c'est pas vrai, mais c'est-à-dire que le réseau avec lequel je suis le plus en contact et qui est le mien un peu aujourd'hui, c'est quand même le réseau plutôt du café-théâtre de Lyon, de sa région, etc. et donc de la comédie. Et c'est vrai que j'ai plus de facilité c'est vraiment le réseau où demain j'ai un nouveau projet que personne n'a vu, qui n'est pas encore monté, je vais avoir des gens qui vont me dire viens le faire à la maison, enfin, chez moi, dans ce théâtre, tout ça, machin et tout. Et par exemple en janvier, je monte Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, où là je suis que comédien, mais enfin je joue dedans. C'est un réseau que j'ai très peu, ça, par exemple. T'as une liberté quand même, justement, oui, et du coup, effectivement, quand tu as ton réseau, on a un système qui est le système de l'intermittence du spectacle en France et tout, qui est une chance absolue pour nous, artistes, interprètes et tout en France, par rapport à d'autres pays. C'est génial, mais du coup, il y a aussi cette chose que c'est un statut qu'on doit renouveler chaque année. Donc, il y a une espèce de petite course comme ça. Vous avez des heures de prestations à faire pour y avoir droit, c'est ça ? On doit faire 507 heures sur 12 mois, voilà. Donc ça implique voilà, mais c'est un statut qui nous permet aussi d'avoir des périodes où on n'est pas rémunéré, donc on n'a pas forcément de représentation et tout, mais où on peut répéter, etc. Donc c'est génial pour ça, mais c'est vrai que du coup il y a cette mini course un peu faut entretenir faut être sûr de jouer, faut machin et tout. Et par exemple, moi, le réseau du Café Théâtre me permet un peu ça, c'est-à-dire que je sais que je peux entretenir un peu la chose facilement. Je mets des guillemets parce que c'est jamais facile, c'est jamais acquis, c'est jamais demain je fais un spectacle. Mais t'as des facilités en tout cas d'accès, ouais. Voilà. Et du coup, il y a des moments t'as besoin de bouffer, et comme tout le monde, et puis du coup tu peux pas te permettre de faire que choisir tout le temps. Bien sûr. C'est aussi pour ça que je me suis mis à écrire, pour que ce que je ne choisisse pas, au moins ça vienne de moi. C'est voilà. Et du coup, mais malgré ça, le fait est qu'il y a un moment donné, même là-dedans, pour en revenir au truc de tout à l'heure, c'est même là-dedans, je peux pas ne faire que la même chose. Même s'il faut que je fasse de la comédie parce que c'est là où c'est plus accessible et tout, il faut que je me permette au milieu de tout ça de pouvoir me dire je m'en fous. Il y a peut-être un spectacle qui, avec le réseau que j'ai, tournera moins, mais au moins on va bosser dessus. Au moins on va proposer autre chose, etc. C'est quelque chose qui, en tant qu'acteur et en tant que personne aussi, t'enrichit en fait d'avoir des expériences qui sont différentes, d'avoir des variations d'humeur en fait dans ce que tu fais pour ne pas être sur quelque chose de tout le temps trop similaire, et vraiment de dire je vais m'engouffrer dans ce créneau-là et je vais faire ça ad vitam et je vais plus me poser de questions. Et c'est ça. Du coup, je comprends que ça apporte beaucoup, et je pense qu'on est vraiment, quand on a la possibilité effectivement d'avoir des choses différentes en fait qui se profilent, ou qu'on peut soi-même, comme tu parlais d'écriture, on peut soi-même créer ses propres opportunités pour pouvoir travailler sur des choses qui nous intéressent. C'est clair que c'est vraiment précieux. Je vais prendre une ou deux, parce qu'il y a eu quelques petites questions dans le chat. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre performance tu vas immortaliser justement du coup dont toi tu es fier, où tu te dis je sais que sur cette scène j'ai tout donné, je suis content de moi. Ouais, il y a des trucs où je suis content de moi. Je suis content de moi par rapport à un détail à la con il y a que moi qui peux être content de ça. Enfin je veux dire c'est pas un truc où le public va se dire ah ouais putain c'est vachement bien. Non, si on parle du personnage de Gauvin, déjà je pense que c'est pas le personnage où il y a, enfin ça fait partie de ces persos qui sont mortels à faire, et je pense qu'ils peuvent être très très sympas et marrants à voir, mais on c'est pas les persos les plus épais, dans le sens où c'est pas un Arthur, c'est pas un Lancelot, où il y a des vraies grosses partitions à un moment à tenir. Pour toi, c'est un perso agréable, mais qui est pas dans le registre du mémorable, vraiment, comme tu dis, au niveau du statut par rapport au... Ouais, en tant d'épaisseur de morceaux à bouffer. Attention, je suis pas du tout en train de dénigrer le personnage que j'ai, ou
Ah tout ça, non, mais pas du je tout. le Hein. ressens pas comme ça. Hein. Mais le fait est que on peut pas écrire que des premiers rôles. L'écriture fait que y a des rôles plus épais et dans lesquels les acteurs vont devoir chercher un peu plus de se déchirer un peu plus entre guillemets. Là où un rôle comme Gauvin, faut être sur le coup, faut machin et tout, mais il y a pas de voilà. En tant qu'acteur, comment est-ce que tu arrives à estimer les rôles que tu peux incarner de ceux pour lesquels tu n'arriverais pas à te mettre dans la peau du personnage? Il doit bien y avoir une limite, mais j'imagine que c'est difficile de l'estimer pour soi. Une des grosses parties du boulot de l'acteur, ça, à mon sens, de toujours avoir un œil de où se placer. Pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à ce que tu peux donner dans un personnage ou pas. Il y a plusieurs facteurs. Il y a avoir une certaine conscience de ce qu'on peut donner, de ce qu'on sait donner, de ce qu'on a déjà donné, de ce qu'on maîtrise plus ou moins, et de ce qu'on peut. Il y a aussi une zone de ce qu'on peut faire et qu'on n'a jamais fait. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on peut pas le faire. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça, mais effectivement, c'était quoi la question au départ? Pardon. Comment est-ce que tu arrives à estimer les rôles que tu peux incarner par rapport à ceux où tu te dis non, ça me correspond pas, j'y arriverai peut-être pas? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que c'est facile à estimer ou non? Facile, je sais pas. Je pense que ça l'est plus pour certaines personnes, moins pour d'autres. Mais c'est vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que c'est essayer de toujours avoir ce regard justement de où est-ce que j'en suis. Il y a des choses que je pense parfaitement. Il y a 5-10 ans de ça, j'aurais pas moi-même pensé à moi pour ce genre de jeu, de personnage-là. Là où aujourd'hui, je me dis, ok. Et je parle pas que d'âge, hein, je parle vraiment d'expérience et du fait d'accepter de faire, de tenir certains rôles où tu te sentirais peut-être plus à l'aise aujourd'hui que tu l'étais il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Et puis d'épaisseur, de parcours de vie, etc., de façon de voir les choses aussi. Dans un exemple très simple, tu vois, par exemple, toi et moi, on est tous les deux parents. Aujourd'hui, pour toi, si tu dois incarner un papa sur scène, il y a quelque chose, j'imagine, de par ton expérience par rapport à ça, où tu sais qu'il y aura, il y a des choses que tu vas pouvoir transmettre, ou si tu l'avais fait il y a X années quand tu n'étais pas, tu l'aurais joué différemment. Parce que maintenant, tu sais ce que tu ressens en tant que parent, tu sais les trucs les choses que ça te fait ressentir, les choses qui t'apportent de la joie, qui t'énervent, ce que tu peux transmettre en fait dans le rôle du papa. C'est plus facile peut-être de se projeter par rapport à certaines expériences de vie. Oui, complètement, c'est ça. C'est-à-dire que cet aspect-là de l'acteur compte énormément, bien sûr. Ouais. Après, l'autre partie du boulot, et c'est là où tout se mélange un peu et parfois peut sembler un peu... c'est que heureusement qu'on n'est pas obligé d'être papa pour jouer un papa. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un bon papa dans le rôle. On prend toujours cet exemple-là parce que c'est un peu excessif, mais au moins c'est clair. Anthony Hopkins n'a jamais été cannibale pour jouer Hannibal Lecter. Bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas obligé. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui nous sont plus accessibles à des moments de nos vies, etc. Mais juste dans la lecture qu'on a d'un personnage. Mais c'est pas forcément évident d'être lucide tout le temps par rapport à ça. Ça demande aussi à ce niveau-là beaucoup de remise en question. C'est peut-être pas de la remise en question le terme par rapport à ça, mais un petit côté où faut pas perdre de vue où on en est, je crois. Et puis il y a aussi des choses qu'on faisait très bien à un moment donné, et il faut aussi accepter le fait que on évolue. Et il y a des choses où on me redemanderait de faire la même chose aujourd'hui. Il y a une partie de moi qui j'y mettrais plus la même pêche, la même fougue, la même énergie, sans me poser de questions comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire et parce que j'étais jeune justement, parce que j'étais en plein dans le truc et que je prenais tout et que machin et tout. Et c'est important aussi de se dire j'ai plus l'énergie nécessaire à pas l'énergie physique. Oui, bien sûr. D'incarner ce rôle-là de cette façon-là. Ce rôle-là qui demande ce côté un peu j'y vais, sans me poser de questions. Il y a plein de choses comme ça. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il faut, quand on reçoit une proposition de rôle et tout, quand on a la chance de nous proposer un rôle, il faut être capable de se dire attends, si on me le demande, c'est que la personne qui me le demande me projette dedans. Ok, mais parce que moi je me projette dedans. C'est con, mais c'est pas forcément qu'il a raison la personne en face. Alors après, c'est aussi à la personne en face de t'expliquer pourquoi, comment il te voit dedans, etc. Et après, tu peux... Mais ceci est un rôle qu'on te propose, mais comme un casting, finalement. C'est important de lire un peu correctement les annonces des castings qu'on va présenter, parce qu'il y a des trucs où on se dit, mais en fait, mon collègue le ferait tellement mieux.
Mhm. C'est du coup, alors ça nous empêche pas de le passer quand même. Et sur un malentendu, si on est pris, tant mieux pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est malgré tout important de toujours avoir ce petit regard-là, quoi. C'est vraiment aussi génial, cette forme de liberté que tu as de te dire que justement tu peux jouer des choses que tu ne ferais jamais. Est-ce que c'est un exercice pour toi qui est, je vais dire entre guillemets, plus intéressant et fun de justement jouer quelque chose qui n'est pas du tout toi, ou est-ce que tu te sens plus à l'aise dans des rôles justement qui sont une variation de ce que tu es Qu'est-ce qui toi t'amuse le plus en fait? En vrai, c'est les deux. En fait, les deux ont leurs difficultés. Et personnellement, c'est dans ces difficultés-là que je trouve l'intérêt de la chose et du coup le plaisir de faire les choses. C'est-à-dire que dans ce qui me correspond, vu que ça me correspond, il faut que je sois suffisamment sincère et généreux pour livrer le plus sincèrement possible cette partie de moi et de la prêter à ce personnage. Ce qui est pas toujours simple. C'est-à-dire que parce qu'on peut partager une énergie, un truc sur un rôle, etc. Et un truc qui nous correspond bien, on se dit oui, je comprends cette manière qu'a ce personnage-là de fonctionner, pourquoi il réagit à telle action comme ci, comme ça, etc. Ça me parle. C'est pas forcément un cadeau, parce que derrière cette chose qui te parle, il faut essayer de la retransmettre sans mettre de distance par rapport à ça. Et en même temps, il faut sans oublier qu'il ne s'agit pas de toi. Et c'est là où on commence à se casser un peu les dents, à essayer de livrer de soi, mais pour quelqu'un d'autre. Sans oublier qu'en fait, ça doit être toi, mais c'est pas toi. Donc c'est toi, mais pas trop. c'est ça. C'est-à-dire que c'est Joëlle Sevilla qui est la maman d'Alexandre Astier, qui joue Célie dans Kaamelott et a une école de théâtre qui s'appelle l'Acting Studio à Lyon, et elle dit tout le temps à ses élèves, et j'ai été élève dans cette école-là, elle dit toujours alors c'est pas d'elle. L'acteur est un menteur qui dit vrai. Et en fait, quand on prend le temps de réfléchir à cette citation, en fait, tout est dit là-dedans. L'acteur est un menteur, donc il ne s'agit pas de lui, mais qui dit vrai, qui doit balancer de sa vérité. Et ça, c'est épais quand même, en vrai, d'obtenir cette chose-là. Être d'une sincérité remarquable et absolue à travers quelqu'un qui n'est juste pas moi. C'est une performance. Et ça devient grisant quand tu es dans cette démarche-là. Quand tu commences à toucher un peu du doigt ça, c'est hyper satisfaisant, je trouve. Parce que les gens qui te connaissent te reconnaissent, et en même temps, toi, à aucun moment, tu te sens concerné par la chose. Donc tu te dis, c'est que putain, en fait, je vous ai tous eu, mais avec moi-même. Ça, c'est mortel. Tu te dis, putain, voilà, c'est le but d'un acteur, c'est ça. Et donc ça, quand ça te correspond, il y a cette difficulté-là, et quand le rôle te correspond pas, il y a cette facilité-là où du coup, c'est pas toi. Mais du coup, il va falloir que tu ailles chercher quelque chose qui est chez toi, parce qu'au final, il va falloir que ce menteur qui dit vrai dise vrai quand même. Donc, il va quand même falloir aller chercher chez toi des choses que t'as peut-être pas envie de donner, de dire ou de machin et tout, ou contre lesquels peut-être même tu luttes dans ta vie de tous les jours en tant que personne, en tant que machin et tout, et que tu donnes à ce perso, et et c'est pas moi, j'ai pas envie que ce soit moi, mais le fait est que même si c'est un perso paraît loin de toi, t'as pas de facilité apparente, machin, t'as pas de point commun apparent avec ce personnage-là, il va falloir que toi, tu fasses l'effort et c'est là la difficulté pour vous, de trouver des points communs. Enfin, des points communs, c'est même pas des points communs, des choses que tu vas pouvoir lui prêter. Et là, t'arrives justement à une forme de maîtrise de ce que tu fais, et tu ressens le besoin de passer à autre chose. C'est ça ? Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Là, je te le dis parce que je vais te donner un exemple. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup ça avec tout ce qui est artistique. Je suis très manuelle, donc cuisiner et pâtisserie, ça, je fais souvent. Mais sinon, je dessine, je peins, je fais de la couture, je fais de la sculpture, je fais plein de trucs différents. Et en fait, dès que je commence un peu à maîtriser un truc, c'est la même chose au niveau d'une recette de cuisine, j'ai besoin de passer à autre chose. Ouais. Parce que je suis arrivée à ce que je voulais faire, et donc j'ai besoin de faire un break, tu vois, et d'aller sur un truc différent, et ça me stimule. Complètement. Je dis très souvent, par rapport à mon métier à la base qui est acteur, je crois que aujourd'hui, jouer, vraiment, c'est pas que ça m'intéresse plus. Mais c'est pas ça du tout, c'est juste que tout à l'heure, je crois que j'ai dit vite fait, jouer 15 jours de suite le même truc, allez, c'est bon, passons à autre chose. Il y a un vrai truc de cet ordre-là où... alors, je sais pas pour toi quand tu fais un gâteau ou un truc, etc., mais il y a un truc de cet ordre de... Là, tout de suite, c'est pas là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans cet instant, en ce moment, que les choses vont passer un cap. Donc, à quoi bon continuer là, maintenant ?
Quand tu sens que tu voilà. bloques et que tu te dis j'ai atteint Mais un palier que je voulais et ouais, je c'est ça, sais que ou même j'arriverai sans pas plus bloquer, loin. mais c'est ça, c'est même sans bloquer, tu te dis j'ai besoin d'autres choses, de temps, de machin, ou des choses qui sont peut-être extérieures à moi, tout ça, pour, ou c'est peut-être pas, tu vois, où le metteur en scène t'a amené là où il voulait, et peut-être qu'il y a un moment donné où il te dit, bah c'est très bien, il a plus grand chose à te dire, et toi en face, tu te dis, bon, bah du coup, la forme du spectacle, c'est ça, mais du coup, moi en tant qu'acteur, je me dis, il y a peut-être d'autres choses que je pourrais trouver, etc., mais du coup, c'est pas là, c'est pas avec lui que ça peut se faire, c'est pas machin. Bah oui, effectivement, bah il y a toujours ce moment où tu te dis, bon, allez, next, ensuite. Mais par contre, et pour l'avoir fait assez peu, mais pour l'avoir fait quelques fois, de revenir sur des spectacles bien longtemps après, donc, mais repartir de zéro, quoi, recréer un nouveau spectacle, mais avec une autre équipe, un autre metteur en scène, ou enfin voilà, ça c'est hyper agréable. D'être arrivé au stade où tu te dis, bon, allez, voilà, suivant, et puis d'un coup, un jour, tu te dis, tiens, je reviendrai bien là-dessus. Et le casse secret et tout, ça c'est cool aussi. À revenir dessus, Voilà. ouais, c'est clair que c'est des choses qui sont agréables parce que tu ressens aussi la possibilité de reprendre ce que tu as fait tout en y ajoutant ton expérience, avec le recul de te dire, bah maintenant je sais que ça, je le jouerai peut-être pas de cette façon-là, je sais que, tiens, entre-temps j'ai joué tel et tel rôle et il y a ce petit truc-là qui m'a bien plu, que j'aimerais bien essayer de peut-être de mettre dans le personnage. Tu peux bien aller là-dedans, et ouais, j'imagine que ça doit être, en fait, ça doit être un enrichissement permanent d'un rôle à l'autre. En fait, chaque rôle enrichit quelque part le suivant ou les suivants. Dans l'idéal de la chose, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnages que tu aurais souhaité continuer à jouer, qui t'ont vraiment plu? Bon, évidemment, dans ceux de tête, il y a évidemment Gauvin, parce que au-delà du personnage, il y a toute l'aventure que représente Kaamelott, et de ce 3 minutes 30, être passé à ce film de 2 heures, et au deuxième et troisième qui arriveront. Oui, voilà. Le format a tellement évolué, en fait, au fur et à mesure du temps. On est passé dans des petits sketchs comiques, finalement, à une aventure, à quelque chose d'épique, à des films et tout, donc... Ça reste évidemment un tel kiff à interpréter, et surtout qu'on est, nous les acteurs, enfin pas dans le secret justement, mais il y a vraiment que Alexandre qui sait où il va dans son histoire, et nous on n'en sait rien, et on continue à recevoir le texte le matin même pour jouer quelques heures plus tard et tout, et comme à l'époque de la série et tout ça, et ça rajoute un petit côté, on a envie d'y être, ne serait-ce que pour lire, pour savoir comment ça va évoluer, tout ça. Donc oui, ce plaisir avec ce personnage-là, il est, voilà, le jour où j'ai renfilé le costard sur le film après 15 ans, 10 ans, je sais plus. Enfin, trop longtemps en tout cas. Ça a été quelque chose d'émouvant pour toi de revenir là-dedans, en fait, finalement, et parce que en plus, il a repris tout le casting avec lequel la série s'est étoffée, avec lequel les gens ont évolué en suivant toutes les aventures de Kaamelott. On savait dès le départ que tous ne pourraient pas y être en même temps forcément dès le premier film. Ça c'était voilà, mais on savait absolument pas qui, comment, enfin voilà et tout. Donc on a tous eu la période est-ce qu'on sera dedans, parce qu'on avait tous envie, je pense, mais en même temps pour la plupart, enfin voilà, c'est parce qu'attends, ça s'est arrêté en quoi, 2009 je crois, c'est ça, donc ça fait plus de 11 ans que les fans l'attendent en tout cas. Mais pas que nous aussi. Pas que les fans. L'idée de faire une trilogie au cinéma, elle date de la saison, enfin moi personnellement la première fois où j'en ai entendu parler, ça date de la saison 3 ou 4, je crois. Donc très tôt dans le processus. Ça parlait assez tôt en fait de faire un film. Très tôt on a su que si le succès continuait à être là, etc., on était parti pour faire un truc qui sur le papier déjà on avait tous envie d'y aller, quoi. Enfin voilà, Gauvin, il y a toujours ce truc vraiment... c'est quel kiff, et oui, l'émotion de renfiler le costard, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je pense que on est énormément dans mon cas à avoir des séquences très courtes sur le film et tout, mais j'en ai tellement entre guillemets rien à battre, dans le sens où évidemment je préférerais y être beaucoup et machin, mais sur le moment ce qui comptait le plus, c'est que j'en fasse partie juste pour renfiler ce costume, juste pour dire les gars, putain on est reparti, ça y est, parce que et comme je le dis à chaque fois, c'est si je jouais pas dedans, je pense que je serais un des premiers, j'aime pas le terme fan parce que j'ai jamais eu un comportement fanatique avec quoi que ce soit et tout, mais je serais très 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 client de cette série, je pense, parce que je suis très client de ce que fait Alexandre, et voilà. Donc quel kiff de jouer dans un truc comme ça, quoi, qui marche, qui a le succès qu'on connaît, et voilà, et tellement merci à tous, quoi, d'être là et de partager ça, parce que pour le coup c'est vraiment là, pour le coup c'est typiquement, on est dans ce que je me bats pour que mon métier soit au maximum, mais là pour le coup c'est ça, c'est de l'échange, quoi, de l'échange de kiff.
on te demandait un petit peu avant, entre les différentes expériences que tu as eues, du coup, qu'est-ce qui a été, mais bon, vu que tu as fait beaucoup plus de théâtre, je pense que la question se répond d'elle-même, qu'est-ce qui a ta préférence, donc tournage de série, le cinéma ou le théâtre? C'est 3 médias quand même sensiblement différents, avec des expériences différentes, mais vu que tu passes énormément de temps sur les planches, j'imagine que... En vrai, si je pouvais réellement choisir de ce que je pouvais faire, je ferais autant les 3. D'accord. Vraiment, je pense. Si on parle d'envie et de préférence, je crois que j'en ai pas vraiment. C'est juste que chacun a son truc qui fait que je pourrais pas l'enlever non plus de l'équation. C'est que les points positifs de chacun de ces 3 aspects du métier sont suffisamment forts pour pas m'en passer. Enfin, alors attention, pour pas m'en passer. C'est-à-dire que je décide pas autant que je voudrais de ce que je fais comme je le fais. Mais tant que je pourrais, j'essaierai toujours de continuer à faire du cinoche tant que je peux, de la série s'il y en a encore aussi, et tout ça. Enfin, il y a pas de hiérarchie dans ce que je préfère. Il y a juste des choses qui sont plus accessibles que d'autres dans l'état actuel des choses. Le théâtre reste quelque chose de plus accessible. Tu avais joué aussi dans un autre film en 2019, c'est ça qui est sorti en 2019, Victor et Célia? Oui, tout à fait. De Victor et Célia, voilà. Exactement. Donc, mais ça, c'est après. Pardon, mais non, juste par rapport à ça, c'est-à-dire que même si j'avais vraiment le choix de faire les choses comme je voudrais et tout ça, etc., je ferais autant les 3. Ça reste un choix aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dans le sens où j'ai passé 2 ans sur Paris en me disant, tiens, c'est une période où, bon, il y a une bonne décennie de ça en arrière maintenant, mais où, tiens, j'ai envie de changer d'air, j'ai pas mal de potes sur Paris, tiens, moi aussi, je vais monter là-haut, mais pour voir, pas pour me dire, je vais m'installer, je vais percer, je vais machin et tout, c'est pour voir, vraiment. Et là, j'ai découvert, alors, de moins en moins, mais quand même encore un peu, l'audiovisuel. Si t'as pas un pied-à-terre à Paris, c'est quand même compliqué. On est encore dans des trucs où t'es pas pris sur un casting juste parce que t'habites pas à Paris. C'est encore le cas, malheureusement. Thomas Combray et Ted Etienne, on avait parlé aussi que pour tout ce qui est vraiment audiovisuel, si t'es pas sur Paris ou dans la périphérie et qu'en 30 minutes tu peux pas te rendre au casting, c'est ça. Faut que tu puisses dire je suis là. Ouais. Donc, alors bon, 2 heures de train, pardon, mais tu peux quand même dire je suis là. Mais pas dans la tête des gens qui décident en tout cas. Mais le fait est que c'est quand même un endroit où, de fait, ceux qui travaillent le plus, pas forcément le mieux, mais le plus, ce sont d'abord les mecs qui, avant d'être bons, sont présents partout, tout le temps. C'est-à-dire que ça devient un sport local parisien, un sport parisien, dans ce métier-là, de courir les soirées, d'être là où un tel sera là, de se faire voir, de machin, de bidule, d'entretenir sa présence dans l'esprit de l'autre. Tout cet aspect networking, il est dans l'audiovisuel, mais dans tous les trucs, ça revient au même. Si tu regardes, ça s'est transmis à YouTube et ça se transmet maintenant à Twitch aussi, malheureusement. Mais c'est le truc qui fera que je n'irai jamais de moi-même là-dedans. C'est ce qui a fait que je me suis barré de Paris d'ailleurs à un moment donné. C'est-à-dire que c'est trop quoi. Et de la part de gens que j'adorais vraiment en plus, quoi. De voir des comportements, de me dire oh non. Ah non. Ça va courir les réceptions, ça va gratter les contacts. Non, putain, tellement pas. Et de voir des gens qui ont un comportement l'un face à l'autre et dès qu'ils ont le dos tourné, mais bon, qu'est-ce que tu veux, je suis un peu obligé d'aller lui tirer la paluche, mais bon, je supporte pas ce qu'il fait. Mais du coup, quel intérêt? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec dont tu supportes pas ce qu'il fait, s'il t'appelle demain, t'as l'espoir qu'il t'appelle pour pouvoir lui dire oui. Mais il y a un truc qui m'échappe tellement là-dedans. Non merci et non merci. Oui, c'est un milieu qui t'a pas. Non, c'est le côté business, le ça. Côté humain, cet aspect-là, en tout cas du côté humain, ça a été très rébarbatif pour toi, quoi. Tu t'es dit merci, c'est non merci. L'opposé de ce qui me fait un peu vibrer dans la vie, quoi. Donc sur les 2 ans, les 24 mois passés à Paris, j'ai passé les 8 derniers à avoir accepté un spectacle, un gros projet sur Lyon. Donc les 8 derniers mois, je les ai passés quasiment plus à Lyon qu'à Paris. À un moment donné, je me suis dit stop, attends, tu fais quoi? Tu continues à payer ton loyer en étant principalement sur Lyon et à pas vraiment avoir envie de rester dans ce milieu parisien ou pas? Bah non, en fait, je vais rester à Lyon. Mon amour pour le cinéma ou la télé, etc., n'est pas suffisamment fort pour accepter tout
de jouer le jeu de ce milieu-là. Alors attention, c'est peut-être plus simple parce que j'ai eu la chance d'être dans Kaamelott et d'avoir malgré tout un nom que les gens, alors peut-être pas le nom, mais en tout cas quand ils voient ma tronche, ah oui d'accord, ok, donc bon, c'est peut-être un peu plus facile pour moi de dire ça parce que j'ai pu goûter à la série, goûter au cinoche, goûter machin, tout ça, et dans des trucs qui plaisent, qui marchent et qui voilà. Mais très sincèrement, vraiment, je crois que même si j'avais pas fait Kaamelott, c'est quelque chose qui serait pas intéressé. Ah non. Je crois que je me serais dit non mais c'est bon, je fais du théâtre. Et vu que je suis très bien en faisant du théâtre, pas m'emmerder. Du moment que j'ai ce qu'il faut pour foutre un peu de beurre dans mes pâtes et dans l'assiette de mon gamin, j'en demande mais sincèrement pas plus. Je suis tellement pas carriériste à ce niveau-là, mais tellement pas. Donc c'est en ce sens-là que oui, c'est un choix de faire principalement du théâtre. Donc on est vraiment dans le métier passion. Voilà. Complètement. Complètement. Et si on fait le tour du paysage parisien audiovisuel, c'est aussi spécifiquement un milieu dans lequel on n'est pas vraiment l'acteur d'abord. Ce qui m'aide encore moins là-dedans à supporter cette chose-là, c'est que j'ai eu ce que je considère à tous les niveaux comme la plus grosse chance de ma vie, c'est d'avoir bossé avec Alexandre Astier, qui pour le coup met l'acteur d'abord. C'est aussi pour ça, je pense, que je suis aussi client de son travail, comme celui de sa maman, Joëlle Sevilla, comme ce que peut faire son père, Lionel Astier aussi. Enfin, toute cette famille-là. Ça t'a donné vraiment en fait un standard de travail qui pour toi est quelque part devenu ta normalité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis venu à Lyon pour rentrer à l'Acting Studio, donc l'école dirigée par Joëlle Sevilla, sa maman, et j'avais eu Alexandre en cours là-bas, qui donnait des cours là-bas à cette époque-là, tout ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus. Et c'est vrai qu'en fait, je suis arrivé à un endroit avec des gens qui mettaient des mots sur la façon que j'avais de voir ce métier-là. Chose que j'avais juste jamais fait, j'avais jamais posé de mots là-dessus. Et c'est aussi pour ça ce qui m'a fait avoir à un moment donné, je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans, j'ai 17 ans. Tu es rentré du coup à 17 ans de cours pour 2 ans de cours, c'est ça ? Exactement, ouais, en formation professionnelle, parce qu'il y a ce truc-là de me dire, je vais peut-être mettre une forme sur toute cette expérience acquise, machin et tout, mais essayer de voir tout ça, etc. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber à un endroit où, ah oui, ça me parle. Ça correspondait à ta vision de ce que tu voyais au niveau du métier. Tout à fait, vraiment, complètement. Et c'est vrai que, et c'est encore des gens où aujourd'hui je suis plus proche dans la façon d'appréhender ce boulot, quoi. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui mettent l'acteur d'abord et qui voilà. Et le meilleur exemple que je peux citer, et je le cite assez volontiers à chaque fois, c'est une réunion avant d'attaquer le tournage de la saison 1 de Kaamelott. Une réunion d'Alexandre qui a convoqué toute l'équipe technique. Il y avait même les prods, je crois, qui étaient là. Parce qu'on était tous là, je pourrais pas dire, mais en tout cas, la très très grosse majorité de l'équipe technique, les comédiens, je dis même la prod, tout ça. Et Alexandre qui fait un discours pour dire, les gars, je vais vous demander quelque chose, je sais pas comment ça se passe d'habitude, et je m'en fous un peu. Ici, je demande qu'à chaque instant, toute votre concentration, tout ce que vous faites aille et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, dans le bien-être de l'acteur. Si un acteur veut refaire 47 fois sa réplique, il la refera 47 fois. Si un acteur pense qu'il machin et tout, machin, on fait machin. Si un acteur a besoin de boire un café entre 2 prises, il faut qu'on puisse lui amener un café, etc. D'un coup, j'ai senti un peu les gens qui se regardent un peu c'est pas habituel qu'on nous demande de se réunir et qu'on t'entende un truc comme ça. Mais n'empêche que ça a mis une espèce de bienveillance, de détente. Du coup, tu te dis, en fait, tout le monde est là pour... Ça crée une espèce de... Pour m'aider à transmettre au mieux, quoi. Et vraiment une... Et c'est ça, et parce que il y a du coup aussi du côté de l'acteur parce que du coup il y a une équipe technique qui tu balances ça à la gueule, tu dis ouais, enfin bon, si les acteurs c'est des connards, voilà. Sauf que du coup en fait l'effet, le double effet qui se coule, c'est que et là pour le coup et c'est la force d'avoir fait venir des gars avec qui il avait déjà bossé, qui connaissait, avec qui il avait envie de continuer à bosser, etc. C'est que chacun on s'est dit, enfin je pense en tout cas, pour beaucoup je sais qu'on en a même parlé, donc je sais que c'est le cas pour plusieurs, mais je pense pour la majorité qui ont assisté à cette réunion-là, de se dire ok, et du coup j'ai encore moins le droit de déconner. Parce que du coup j'ai une équipe à qui on demande d'être là pour moi, putain mais j'ai du coup tellement pas le droit d'être à côté de la plaque. Enfin, tu vois, du coup c'est pas une forme de pression positive. Ça t'encourage en fait. Exactement. Et du coup voilà, c'est l'acteur d'abord quoi. Mais l'acteur lui-même doit se dire que l'acteur d'abord. Donc si c'est d'abord moi, putain, faut pas déconner quoi.
Est-ce que ça te plairait de réaliser une série ou du cinéma ? Grave. Après, c'est tellement un énorme boulot. En fait, réaliser, ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Je finirai par le faire. Faut peut-être que j'arrête de le dire un moment puis que je m'y mette, mais c'est vrai que c'est Thomas Combray qui me disait arrêtez de dire j'ai des idées, faites-le. Ah ouais, mais ça Thomas, complètement. Mais il a tellement raison. Je valide, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui fait que ça prendra peut-être une éternité, peut-être que je passerai peut-être même au final à côté, mais c'est-à-dire que réaliser, vu que je l'ai encore jamais fait, je me sens pas d'écrire un truc que je réaliserai tout de suite pour ma première réal. Je me dis, il faudrait que je trouve quoi. Il faudrait que je trouve le scénar. J'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé la personne que je trouve ça tellement formidable ce qu'il écrit que pour lui demander d'écrire un film, si de lui proposer un truc. Alors il y a aussi le fait que j'ai pas de production à moi. Donc du coup, ça voudrait dire aussi que j'embarque une prod, machin, tout ça. Enfin, ce qui est accessible, je veux dire, c'est je pourrais, mais il faut que je trouve quoi pour lancer le truc. L'envie, elle est là. Mais j'ai pas le quoi. Il n'y a pas encore le déclencheur. Le Gnen demande quel genre de scénario te plairait. Et là, il va nous dire un bon slasher des années 80. Non, pas trop. Alors, justement, pas trop un truc de genre, je pense. Non, mais je taquine. Non, mais en plus, un slasher des années 80, c'est quand même, ça peut être assez jouissif quand même. Mais pas trop un truc de genre, pas trop un truc marqué, pas trop un truc qui nécessite d'être déjà un peu codé, qui nécessite déjà une grammaire trop particulière. Du coup, un truc d'horreur ou je dis n'importe quoi, mais une comédie musicale non plus. Je partirais pas dans un truc de SF non plus. Un truc de notre époque, un truc avec des persos qu'on pourrait quand même croiser dans la rue. Mais qu'à qui il arriverait un truc extraordinaire quand même. Mais du coup, c'est pas un truc de super-héros non plus, pas un truc d'action. Un truc action, comédie, documentaire, horreur, je dirais. Là, dans ce choix-là, je dirais comédie. Mais pas forcément non plus. J'ai juste une envie de réaliser. Ça, j'ai envie j'ai envie de pouvoir. Mais parce que c'est toujours pareil, c'est toujours dans cette démarche de travailler avec l'acteur. J'ai envie de pouvoir continuer à travailler, à continuer mon travail en utilisant d'autres outils que j'ai pas pu encore utiliser en faisant travailler moi des acteurs. C'est-à-dire que j'ai pu diriger sur un plateau, mais j'ai pas encore pu diriger un acteur avec une caméra. Cette envie-là, elle est vraiment beaucoup. Mais effectivement, je l'ai jamais fait. Donc du coup, je me sens pas d'écrire un truc, pour ça, comme ça. Donc du coup, voilà, il me manque juste le quoi. Non, j'en sais rien, vraiment. En fait, tu le sauras quand tu auras le scénario devant toi et tu diras ça, c'est quelque chose que je me verrais bien réaliser, quoi. Complètement. Alors après, il y a un très gros projet théâtral que je voudrais faire dans pas longtemps. Pour le coup, celui-là, je vais arrêter. Ça fait déjà suffisamment longtemps que je dis que j'aimerais le faire pour encore repousser trop, qui nécessitera une bonne partie de choses filmées. Et du coup, je pense que à cette occasion, de commencer un peu à faire un peu la main, quoi. Donc, allez savoir, est-ce que ça sera pas le début d'un truc, cette histoire. Voilà. D'accord. Mais voilà. En tout cas, je te remercie, mais du fond du cœur, d'avoir été disponible ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Tout simplement et très sincèrement, merci beaucoup parce que voilà, ça fait du bien, des petits moments comme ça, quoi, à la cool.